médecin de santé publique et épidémiologiste. Je précise que je n'ai pas de conflit ou de lien d'intérêt à déclarer, qu'effectivement, je ne m'exprime pas au nom des institutions pour lesquelles je travaille ou pour lesquelles je collabore, que je m'exprime ici en mon nom propre. Et je tiens à préciser que les éléments qui vont vous être retranscrits résultent également d'une réflexion pluridisciplinaire. Et donc, je remercie très chaleureusement les confrères et les consoeurs qui m'ont aidé à construire et à répondre aux questions qui m'ont été soumises. Je remercie également les ingénieurs, les polytechniciens, les immunologistes, les épidémiologistes, et la liste est non exhaustive, qui m'ont donc accompagné ici sur le fond. Les confinements, les fermetures d'écoles, enfermer des gens chez eux peut même être contre-productif dans la mesure où c'est un virus qui se transmet notamment lors de contacts prolongés et rapprochés, donc notamment lors des repas familiaux. Donc là, on voit même qu'on est contre-productif, enfermer les gens chez eux, alors que la meilleure protection, finalement, c'est bien sûr la vaccination pour les personnes à risque, mais aussi la ventilation. Je ne parle même pas de la dégradation de l'état de santé avec l'augmentation du poids, qui est un facteur de risque majeur, l'augmentation de la sédentarité quand vous enfermez des gens chez eux. Je ne parle même pas de l'explosion des violences familiales, des violences faites aux enfants. On a des publications scientifiques qui retrouvent une augmentation du nombre de bébés secoués pendant les confinements, des pédiatres qui ont publié des articles que l'on peut retrouver dans la littérature scientifique qui disent que le domicile est plus à risque que le Covid pour les enfants du fait des accidents domestiques, du fait bien sûr des violences chez les enfants qui se font des violences physiques, sexuelles, psychologiques. Je précise quand même que la communauté scientifique, médicale, de santé publique est extrêmement fragmentée sur cette gestion de crise et que ce que je dis là, je ne suis pas du tout la seule experte et professionnelle, que ce soit de santé ou de santé publique ou épidémiologiste, à porter cette voie-là. Et effectivement, l'impression a été donnée qu'il n'y avait qu'une seule voie scientifique, homogène et consensuelle dans cette crise, ce qui n'était pas le cas. Et l'impression a été donnée qu'il n'y avait qu'une seule voie pour faire face à cette pandémie, voie VOIE. Et là, encore une fois, ce n'était pas le cas. Vous me demandiez ce que moi j'aurais fait. En l'état actuel, en l'état des connaissances dont on disposait déjà, début 2020, où on savait quand même qui étaient les personnes à risque avec les données chinoises, personnellement, j'aurais préféré voir la protection ciblée sur ces personnes-là, donc les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités, dans le respect de leur consentement. On ne protège pas des individus contre leur gré, à mon sens. Et donc, en l'absence de vaccin, il faut bien voir qu'on n'avait pas de vaccin au début. On a eu un vaccin. Que se serait-il passé si nous n'avions pas eu de vaccin? Que se passera-t-il lors d'une prochaine émergence lorsque l'on n'aura pas de vaccin? Je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur ces questions-là aussi pour ne pas se retrouver à chaque fois pris au dépourvu et donc être plutôt dans l'anticipation que dans la réaction. Ça, c'est une des conclusions du rapport de l'IPBES échappé à l'ère des pandémies, donc qui insiste sur la nécessité de la prévention et de l'anticipation, et notamment de la prévention des émergences, mais c'est un autre sujet. Et du coup, j'aurais vraiment ciblé la protection sur les personnes à risque consentantes, dans un premier temps en leur proposant effectivement, si elles le souhaitaient, d'adopter des mesures de protection, donc bien sûr le port du masque chez les personnes qui allaient être à leur contact, et bien sûr éventuellement, pourquoi pas le port de masque FFP2 pour ces personnes-là, un autoconfinement volontaire si elles le souhaitent, mais dans le respect de leur consentement et sans rien obliger, et une mise à disposition de services pour leur permettre de limiter leurs interactions, leur limiter de prendre les transports ou ce genre de choses. Donc finalement, cibler les mesures sur ce public-là et ne pas et réduire la pression sur le reste de la population. Donc ça, c'est ce que l'on appelle l'universalisme proportionné. C'est un concept qui est très fort en santé publique et qui précise que des mesures universelles sont bien sûr possibles, des mesures d'hygiène, des mesures, voilà, mais que des mesures aussi proportionnées doivent être faites sur les personnes selon leur vulnérabilité, selon leurs risques. Et donc, c'est l'alliage des deux qui, à mon sens, aurait permis une approche plus efficace dans cette gestion de crise, moins coûteuse aussi à tous les plans, sanitaires, sociaux, économiques, pédagogiques, en termes d'inégalité, en termes de démocratie, en termes de confiance. L'important est quand même la prévention des formes graves ou létales de Covid-19, notamment chez les personnes à risque, puisque c'est ce que retrouvent les données observationnelles en vie réelle. Là, on voit que malheureusement, on a eu un échec concernant les populations les plus vulnérables. Je précise que la France présente l'une des couvertures vaccinales chez les plus de 80 ans les plus basses d'Europe de l'Ouest, et que des pays comme par exemple l'Irlande, qui n'ont pas mis en place de pass,
sanitaire ou vaccinale présente 100% de couverture vaccinale chez les plus de 70 ans. Un pays comme la Finlande présente une couverture vaccinale de 94% chez les plus de 80 ans, et le Portugal, 100% des personnes âgées vaccinées avant même la mise en place d'un pass qui était au 1er décembre 2021. Pareil pour le Danemark, qui avait déjà des très bons taux, 100% chez les plus de 80 ans. Ça, c'est les données de l'ECDC, European Center of Control Disease. Donc voilà, donc on voit bien que finalement, l'intérêt majeur, c'est quand même d'augmenter la couverture vaccinale chez les personnes à risque, qui sont donc celles qui présentent des comorbidités, notamment le surpoids et l'obésité, ou qui sont âgées. Et là, on voit que finalement, cela n'a pas forcément eu l'effet escompté. Un autre argument était aussi qu'il fallait réduire la saturation des hôpitaux via le pass. Encore une fois, ce ne sont pas les patients non vaccinés qui conduisent aux déprogrammations. C'est un rapport de la PHP, un rapport interne qui a été publié et qui retrouve que finalement la plupart des déprogrammations sont liées à des postes vacants au bloc opératoire, liés au départ majeur, notamment d'infirmières. Le pass ne peut pas être évalué versus rien, ce qui est souvent fait dans ces études-là. C'est pas soit le pass, soit aucune intervention de santé publique. Il y a toute une myriade d'interventions qui sont possibles, notamment cibler la vaccination chez les plus fragiles, aller vers, se déplacer en zone rurale chez les personnes âgées, chez les personnes qui sont moins connectées. Donc encore une fois, inciter les plus jeunes, qui ne sont pas ceux qui sont le plus à risque de forme grave ou létale de Covid-19, peut s'avérer contre-productif à la fois en termes de disponibilité et d'accès pour les personnes qui, elles, auraient vraiment besoin de doses. Tout le monde n'est pas non plus connecté et ne peut pas se connecter facilement à des plateformes en ligne. Donc là, on note finalement quelque part un échec de l'aller vers et d'une approche plus proportionnée de cette vaccination vers les personnes les plus à risque. Il me semble en tout cas qu'au regard du niveau de preuve insuffisant concernant l'implémentation de ce pass en population générale, il devrait vraiment être interrogé, sachant qu'il n'est pas dénué de dommages collatéraux sur lesquels l'OMS alertait déjà dans un document, une note d'intention aux politiques d'ailleurs, qui pointait tous les caveats, toutes les mises en garde d'une obligation vaccinale pour la Covid. Donc c'est un document d'avril 2021 de l'OMS. Et ils insistaient notamment sur la perte de confiance d'une partie de la population à l'égard des scientifiques, également des politiques, et le risque d'abîmer le contrat social. Et ils pointaient également le risque de baisse de confiance dans toute intervention de santé publique, quelle qu'elle soit, et notamment dans les politiques de vaccination autres que la Covid. Et je rappelle que l'hésitation vaccinale constitue pour l'OMS l'une des principales menaces pour la santé publique. Et donc le pass, en fait, augmente, en tout cas c'est une étude de l'INSERM qui a été publiée dans Nature Medicine, semble augmenter l'hésitation vaccinale des personnes qui ont été vaccinées, alors même qu'elles se seraient potentiellement fait vacciner, même sans ce dispositif.